Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar de Bill Murray dans Un jour sans fin, et revenons alors non pas à hier, mais plutôt 33 ans auparavant, à l'année 1991. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc l'almanach, l'éphéméride, le calendrier ciné de l'année 1991 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec la découverte en salle d'un nouveau Barbet Schroeder, d'un nouveau Stephen Frears et d'un nouveau Kenneth Branagh adapté de Shakespeare. Sinon, le mois de janvier est fantastique avec un cauchemar d'Adrian Lyne, un autre de Joel Schumacher et un autre de William Peter Blatty. À part ça, découverte d'un Michael Cimino plutôt mineur, Desperate Hours, avec tout de même une très belle ouverture au pied des montagnes de l'Utah, à fond les ballons sur la musique de David Mansfield, comme quoi un grand cinéaste ne meurt jamais. Sinon, dans Mr. and Mrs. Bridge de James Ivory, Paul Newman et Joanne Woodward s'offrent une escapade touristique à Paris, au Louvre, pour admirer les chefs-d'œuvre. Enfin, Jean-Pierre Léaud, dans J'ai engagé un tueur d'Aki Kaurismäki, s'exile à Londres, croise Aki Kaurismäki lui-même en vendeur de lunettes noires, avant d'entrer dans un pub pour y voir et entendre Joe Strummer en concert très privé sous l'égide d'Elvis Presley, difficile de faire plus iconique. Burning lights in the desert, such a sign only you would know. You're running tires, they're out on pressure, such a sign only you would know. I've been a long haul driver. Février, découverte en salle d'un nouveau film de Sidney Pollack et d'un nouveau film de Woody Allen, mais aussi d'un deuxième Highlander et d'une deuxième Histoire sans fin, tandis que Gérard Depardieu se retrouve un peu perdu à New York, chez Peter Weir, tout comme Arnold Schwarzenegger, à la maternelle chez Ivan Reitman. Sinon, dans Danse avec les loups, Kevin Costner fuit la civilisation, change de vie et rencontre un loup. Tandis que James Caan, dans le Misery de Rob Reiner, d'après Stephen King, incarne un écrivain à succès, accidenté puis alité, à la merci de Katie Bates, fan possessive. Whatever you think about doing, please don't do it. Enfin, les frères Cohen, très en forme, avec Miller's Crossing et son ouverture d'anthologie, un chapeau très Jean-Pierre Melville et très Sergio Leone, qui vole au vent dans la forêt sur la musique de Carter Burwell. Mars, à la 16e cérémonie des Césars, triomphe Jean-Paul Rapneau et Cyrano de Bergerac, et à la 63e cérémonie des Oscars, triomphe Kevin Costner et Danse avec les loups. Sinon en salle, sortie d'un Bertrand Blier peu aimé et d'un Brian De Palma qui l'est encore moins. À part ça, dans Henry, Portrait of a Serial Killer de John McNaughton, Michael Rooker fait très peur. Mais peut-être pas autant que Christopher Walken dans Étrange séduction, prince de Venise, aux accès de violence soudains, comme le constate un Rupert Everett surpris. Sinon, avec Le Parrain 3, Francis Ford Coppola clôt sa mythique saga, portée notamment par cette scène de confession terrible dans les jardins, au milieu de fleurs comme une couronne mortuaire. I killed men. And I ordered men to be killed. Enfin sorti en salle tardive, 10 ans après sa réalisation, de l'un des premiers films de Pedro Almodovar, Le Labyrinthe des Passions, et cela valait la peine d'attendre, notamment pour y découvrir cette performance sur scène de Pedro Almodovar lui-même, à gauche,
avec son comparse Fanny McNamara. Avril, en salle, Isabelle Huppert et Madame Bovary chez Claude Chabrol, et Val Kilmer et Jim Morrison chez Oliver Stone, et puis des araignées envahissent la Californie chez Frank Marshall, tandis que l'alien de Predator, lui, choisit New York chez Stephen Hopkins. À part ça, dans Un ange à ma table, Jane Campion raconte les premiers pas de l'autrice néo-zélandaise Janet Frame, incarnée par Kerry Fox. Who would wish to die? Sinon, dans Sonny Doro, Nanni Moretti participe, déguisé en pingouin, à un jeu télé improbable et à un message à faire passer. Pubblico di merda! Et puis, dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme, Jodie Foster rencontre l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, Hannibal Lecter, alias Anthony Hopkins, voix posée, regard profond, odorat affiné. Good morning. Johnny Depp, quant à lui, dans Édouard aux mains d'argent, fait des miracles avec ses mains ciseaux sous les yeux de Winona Ryder. Tout comme Marie-Laure Dougnac et Dominique Pinon dans Délicatessen, avec violoncelle et scie musicale sur les toits. Enfin, brève rencontre, le pont de la rivière Kwai, Laurence d'Arabie, Dr Givago, la fille de Ryan, la route des Indes, l'immense David Lean nous quitte. Mai, 44e Festival de Cannes, à la Semaine de la Critique, un moyen-métrage d'Arnaud Desplechin et un autre de Gaspard Noé, à la quinzaine des réalisateurs, un Ken Loach et un Sean Penn, sinon en compétition, un Akira Kurosawa, un Werner Schroeter et un Spike Lee, tandis que dans La double vie de Véronique, de Christophe Kieślowski, Irène Jacob chante sous la pluie et tient sa note très haut et très longtemps. Sinon, dans Lune froide, Patrick Bouchitet, très en forme, sur du Hendrix, face à Jean-François Stévenin. Mais le jury, présidé par Roman Polanski, plébiscite plutôt le nouveau film des frères Cohen, Barton Fink, Palme d'or, prix de la mise en scène et prix d'interprétation pour John Turturro, en écrivain qui a du mal à écrire. Enfin, hors compétition, hors concours et hors tout, Agnès Varda, dans Jaco de Nantes, rend hommage à son mari et alter ego, Jacques Demy, disparu l'année précédente, et dévoile les dernières images du cinéaste sur la plage de Noirmoutier. Juin, en salle, Perry King change de sexe et devient Hélène Barkin chez Blake Edwards. Marie-France Pizier incarne George Sand et Janus Olejniczak, Chopin, chez Andrei Zulawski. Et Clint Eastwood s'allie à Charlie Sheen chez lui-même. Sinon, toujours en salle, Gérard Jugnot, dans Une époque formidable, évoque le déclassement, puis la marginalisation, en commençant dans une salle d'attente pour un entretien d'embauche que l'on devine tendu. Enfin, découverte du premier film de Jaco van der Mel, Toto le héros, dans lequel un crépusculaire Michel Bouquet se souvient, entre réalité et fiction, d'une enfance bucolique rythmée par la voix de Charles Trenet. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Juillet, Peter Medak nous présente les anxiogènes frères Cray, gangsters ayant sévi dans le Londres des années 60, et Peter Jackson nous présente ses Feebles, lointains cousins des Muppets, mais en moins bien élevés.
À part ça, dans la comédie La manière forte de John Badham, le flic James Woods, ronchon, se voit imposer comme partenaire une star de cinéma, Michael J. Fox, qui doit tourner un polar et cherche du coup inspiration et véracité. Okay, knock that shit off. All right? It's like carrying a goddamn mirror around. Don't eat like me, don't sit like me, do not smoke like me. I'm trying to quit anyway. Enfin, Inclassable, découverte en salle des portraits d'Alain Cavalier, dans lequel le cinéaste part à la rencontre de femmes anonymes au travail, romancières, souffleuses de verre, illusionnistes, fleuristes ou accordeuses de piano. Et l'attraction d'une corde correspond à quel poids? Entre 60 et 100 kilos individuellement, et le poids total tourne entre 18 et 20 tonnes de traction. On va finir par... Les aigus. Août, découverte en salle d'un nouveau Bruce Willis, d'un nouveau Sylvester Stallone et d'un nouveau Jean-Claude Van Damme. À part ça, Patrick Swayze et Keanu Reeves s'envoient en l'air dans le Point Break de Catherine Bigelow. Tandis que dans Robin des Bois, Kevin Costner et Marie-Elisabeth Mastrantonio se quittent momentanément au bord d'un lac brumeux sur la musique de Bryan Adams et Michael Kamen. Enfin, musique toujours, dans The Commitments, Alan Parker fait le portrait d'un groupe irlandais, très fan de soul, et tout particulièrement d'Otis Redding. Septembre. Le mois commence par la 48e Mostra de Venise et un lion d'or décerné à Nikita Mikhalkov. Sinon en salle, Kurt Russell et ses copains pompiers se battent contre le feu chez Ron Howard et John Singleton signe son premier film Coup de poing, tourné dans le quartier de South Central à Los Angeles. À part ça, dans La Belle Noiseuse de Jacques Rivette, librement adapté de Balzac, un peintre, Michel Piccoli, et son modèle Emmanuel Béard dans Le Silence. Sinon, Chantal Akerman, dans Nuit et Jour, révèle Guylaine Londaise qui chante en marchant dans les rues de Paris. Quand les jours sont les plus longs. Puis qui cite sur un banc Delphine Seyrig. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme, ce qui est tout le contraire. Et puis rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, Leslie Nielsen, alias le lieutenant Frank Drebin, toujours aussi maladroit, même et surtout à la Maison Blanche. Enfin, le mois de septembre est endeuillé par la disparition de Miles Davis, l'inoubliable compositeur, entre autres, de la musique d'Ascenseur pour l'échafaud, mais aussi de Brad Davis, l'inoubliable acteur de Midnight Express et Querelle, et enfin de Frank Capra, l'inoubliable réalisateur de Monsieur Smith au Sénat, l'extravagant Mr. Deeds et La vie est belle. Octobre, découverte en salle du nouveau film de Terry Gilliam avec Jeff Bridges et Robin Williams, et du nouveau film de Wim Wenders, tourné aux quatre coins du monde. À part ça, James Cameron, dans Terminator 2, sidère en révolutionnant les effets spéciaux au cinéma. Tandis que dans un genre différent, dans Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax, Klaus Michael Gruber emmène secrètement Juliette Binoche au Louvre pour y contempler un autoportrait de Rembrandt à la bougie. Et puis Merveille toujours, Abbas Kiarostami, avec Close-Up, confirme l'émergence d'une nouvelle vague de cinéastes en Iran, filmant envers et contre tout. Enfin, dans Van Gogh, Maurice Pialat et Jacques Dutronc nous enivrent de bleu dans un silence assourdissant.
Novembre, en salle, un nouveau André Téchiné et un nouveau Olivier Assayas, mais aussi un nouveau Jim Jarmusch, plutôt mineur, Night on Earth, mais avec tout de même une mémorable ouverture sur le Back in the Good Old World de Tom Waits, comme quoi les grands cinéastes. Et puis, dans Europa, Lars von Trier, avec la complicité de Max von Sydow, relie cinéma, train et hypnose. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Enfin, le mois de novembre, lui aussi endeuillé, avec la disparition de l'acteur-chanteur Yves Montand et de l'actrice Gene Tierney, l'inoubliable Laura d'Otto Preminger, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Enfin, décembre, sortie en salle du nouveau film de Théo Angelopoulos et dans un genre différent du nouveau film de Josiane Balasco, sinon dans Épouse et concubine de Zhang Yimou, Gong Li, en jeune concubine d'un maître chinois au début du XXe siècle, traverse le plus saisissant des décors, les toits de son palais-prison. Enfin, dans Tous les matins du monde d'Alain Corneau, Guillaume Depardieu, en Marin Marais, auditionne à la viole de gambe face au professeur Jean-Pierre Mariel, ce qui nous plonge dans des abîmes de nostalgie, tant ces deux acteurs nous manquent. Voilà, l'année 1991, c'était tout cela, ce qui est beaucoup, mais c'était enfin et surtout un dernier film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Thelma et Louise de Ridley Scott, présenté au Festival de Cannes et sorti en salle au mois de juin, un inoubliable voyage sur les routes de l'Ouest américain, au cours duquel Susan Sarandon et Gina Davis, éprises de liberté, vont fusionner, et notamment dans cette scène scandée de nombreux fondus enchaînés, sur la voix unique de Marianne Faithfull. Oui, l'année 1991 au cinéma, eh ben c'était vraiment vachement bien. Suburban